Des trois critiques vues dans le cadre de ce cours, c'est la critique socialiste que le libéralisme semblait être le mieux parvenu à intégrer, le mieux parvenu à assimiler. En effet, avec la chute du mur de Berlin, avec l'effondrement du contre-modèle communiste, avec la généralisation de la globalisation financière et de l'économie de marché, s'il semblait qu'on soit arrivé à un stade de la fin de l'histoire, au triomphe de la démocratie libérale et de l'économie de marché. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans le cadre de ce cours, même les partis issus de la tradition socialiste semblaient s'être convertis de gré ou de force au libéralisme de gauche. Mais reconnaissons que depuis, on va dire, la crise financière de 2008, on assiste à un renouveau important de cette critique socialiste, portée notamment par des partis de gauche plus radicales qui contestent les partis socialistes traditionnels ou des tendances au sein de ces partis socialistes traditionnels qui en appellent à un retour aux sources, à un retour à des positionnements politiques davantage inspirés d'une tradition réellement socialiste et en rupture avec le libéralisme et l'économie de marché. En particulier, ce qui est contesté, c'est l'idée que l'État, même lorsqu'il se veut social, peut se contenter d'accompagner le marché, peut s'efforcer de rendre le marché davantage conforme à la théorie, se contenter de répondre aux imperfections de marché. Il s'agit plus fortement d'affirmer l'État comme alternative au marché, comme devant être davantage la source de la production et surtout vecteur d'une redistribution beaucoup plus importante. En fait, on peut dire que cette critique socialiste entend renouer avec l'idée que lorsqu'on laisse le marché assurer la répartition des ressources, inévitablement, il conduit à des inégalités. Il conduit à la concentration du capital, notamment du capital financier, dans les mains de quelques-uns. Et même en cherchant à corriger les imperfections de marché, même en cherchant à développer un État social actif ou des politiques actives visant à soutenir notamment les travailleurs, par exemple, pour qu'ils puissent retrouver un emploi, tant que l'État s'inscrit dans la logique du marché, tant qu'il accompagne le marché, comme je viens de le dire, il ne peut pas s'opposer aux logiques dominantes du marché, il fait le jeu du capitalisme, il fait le jeu des inégalités. Et dès lors, une part importante de la population serait privée des ressources, ou en tout cas en aurait une part trop insuffisante ou de manière trop inégale pour qu'on puisse considérer que cette part de la population est réellement en mesure de mettre en œuvre ses libertés au même titre que les autres, au même titre en particulier donc que les principaux détenteurs du capitaliste, que le capitalisme financier notamment. Et donc on a vu ressortir toute une rhétorique, une argumentation reposant sur l'idée d'une société fondamentalement dualisée. On a parlé des 99% contre le 1%, de mainstream contre Wall Street, pour opposer l'économie productive, l'économie réelle à l'économie financière qui aurait pris le pouvoir, qui serait l'essentiel aujourd'hui du capitalisme, serait un capitalisme essentiellement financier. Donc un retour d'une rhétorique que l'on peut assimiler à celle de la lutte des classes, un rejet du système capitaliste en tant que tel et des capitalistes en particulier, catégorie générale pouvant recouvrir tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent l'économie de marché telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et en retirent des profits importants. Que ce soit notamment parce qu'ils sont détenteurs de l'actionnariat, d'un capital, et notamment le jeu des revenus du capital qui s'accumulent, créant des inégalités extrêmement fortes entre ceux qui dépendent essentiellement des revenus de leur travail pour survivre ou pour vivre, aux revenus du travail sous la pression de la délocalisation, sous la pression de la concurrence internationale, sous la pression des mécanismes de la globalisation économique, alors que, au contraire, les capitalistes
peuvent avoir un revenu non seulement par leur travail, mais également grâce à leur capital, un capital financier qui est extrêmement mobile, qui peut dès lors profiter des possibilités offertes par la globalisation financière, être dans une position pratiquement de chantage vis-à-vis des États, en disant que sans réduction des impôts sur le capital, par exemple, ils investiront ailleurs, ils profiteront de la mobilité forte du capital pour profiter donc des opportunités laissées par cette globalisation financière et notamment cette mise en concurrence des États qui sont contraints d'être en compétition, en concurrence les uns par rapport aux autres pour attirer autant que possible chez eux le capital financier sans lequel l'économie ne tournerait pas aussi bien que souhaité. Il y aurait dès lors moins d'emplois, moins de ressources, etc. et un cercle vicieux qui s'installerait. Donc c'est l'argument central de la compétitivité des économies nationales qui permet aux capitalistes de mettre donc en concurrence les espaces économiques nationaux et les États. Donc rejet du capitalisme, rejet des capitalistes qui profitent d'un marché que l'État aurait renoncé à encadrer, aurait renoncé à limiter, donc logique de marché qui emporterait les États et permettrait donc au capitalisme d'en profiter. Remise en cause aussi dès lors des institutions politiques qui sont trop souvent vues comme étant mises au service de ce marché, étant suffisamment contestataires, étant finalement aux mains des lobbies économiques, aux mains du capital, que ce soit directement à travers les partis qui servent les intérêts explicitement des capitalistes, ou que ce soit plus indirectement à travers le financement de certains partis dans les démocraties où il y a peu de régulation du financement des partis politiques. Et donc finalement une méfiance également dans des institutions politiques considérées comme étant justement dans cette logique d'accompagnement du capitalisme plutôt que de contestation. Et donc on voit également ressurgir, et là aussi il y a une dimension fondamentalement socialiste à l'origine dans ce type de positionnement, donc une volonté d'en appeler à la rue, en appeler à la mobilisation sociale, à la mobilisation des travailleurs contre le pouvoir, donc une rhétorique d'autant plus facile à porter qu'il est énoncé, qu'elle est développée par des partis qui n'ont pas d'expérience de gouvernement, qui ne sont pas des partis qui ont été usés, fatigués, en tout cas, qui ont pris leurs responsabilités en leur temps, mais par des partis qui se présentent comme étant contestataires, anti-système, comme n'ayant pas ensuite à faire l'exercice du pouvoir. Donc il leur est d'autant plus facile d'être dans une position anti-système, de s'appuyer également donc sur la remise en cause que l'on a vue dans la critique républicaine d'une démocratie libérale dans laquelle les citoyens semblent avoir perdu confiance. Eh bien, cela se renforce ici d'une critique socio-économique du système de marché, de cette alliance entre une démocratie libérale et une économie de marché que ces mouvements de gauche radicale remettent en question en allant rechercher dans les sources du socialisme.